Dans ce nouvel épisode de Colle de prépa, on s'attaque aujourd'hui à l'expérience de Millikan. Grâce à cette expérience, le physicien Robert Millikan a pu déterminer la quantification ainsi que la valeur de la charge élémentaire électrique, ce qui lui a permis d'obtenir le prix Nobel de physique en 1923. À notre tour maintenant d'analyser cette expérience. Le cœur de cette expérience, ça va être de mettre des petites gouttes, ici de glycérine, à l'intérieur d'un condensateur. Donc ici, on voit les deux armatures du condensateur. Et de déterminer, premièrement, quand le condensateur ne sera pas chargé, des propriétés sur la petite goutte de glycérine. Et ensuite, en chargeant le condensateur, on va essayer de déterminer la valeur de la charge élémentaire. Dans la première partie de cette expérience, donc on s'intéresse quand le condensateur n'est pas chargé, notre première mission, ça va être de déterminer l'équation du mouvement de la petite goutte de glycérine ainsi que sa vitesse limite. Et dans la deuxième question, on va devoir déterminer le rayon de la goutte à partir d'une valeur de vitesse qu'on va nous fournir après. Alors pourquoi on nous dit que le condensateur n'est pas chargé dans cette partie? C'est parce que dans cette première partie, on ne va pas du tout considérer les forces électriques qui auront eu lieu sur la petite goutte, ce qui va arriver dans la deuxième partie, car ici, il n'y a pas de champ électrique entre les deux armatures du condensateur. Pour la première question, on nous demande de commencer par déterminer l'équation du mouvement. Alors, quand on veut déterminer l'équation d'un mouvement, en physique, surtout en physique mécanique classique comme ça, on va vouloir appliquer le principe fondamental de la dynamique, aussi appelé PFD, qui va relier la masse fois l'accélération à la somme des forces sur notre système. Alors pour ça, on va déjà devoir vérifier une hypothèse, qu'on est bien en référentiel galiléen. C'est dans un référentiel galiléen que le principe fondamental de la dynamique s'applique. Alors petit rappel, qu'est-ce qu'un référentiel galiléen? Un référentiel galiléen, c'est un référentiel dans lequel, si jamais une particule n'est soumise à aucune force, elle continue dans son mouvement qui lui avait été donné. Donc, ceci est vrai bien sûr dans le laboratoire. Donc on note bien que le laboratoire où a lieu notre expérience est un référentiel galiléen. Maintenant que l'on sait qu'on va pouvoir appliquer le principe fondamental de la dynamique, on passe à la deuxième étape de notre méthode, le bilan des forces. Donc le bilan des forces, ça consiste à énumérer toutes les forces qui vont s'appliquer sur la particule. Donc tout d'abord, la première force à laquelle on peut penser, c'est bien sûr ici le poids, que je vais annoter. Donc on a déjà notre première force, le poids, et maintenant il va nous rester deux forces à déterminer, donc auxquelles il faut penser. La première, c'est la résistance de l'air. Et oui, puisque quand la particule, elle tombe, elle frotte sur l'air, et donc il y a des frottements, donc une résistance qui va faire diminuer la vitesse de chute de la particule. Enfin, la dernière force qui nous manque, c'est la poussée d'Archimède. Et oui, parce qu'en fait, la poussée d'Archimède, c'est pas seulement dans l'eau, mais c'est quand on plonge un corps à l'intérieur d'un fluide, ce qui est le cas de l'air, et donc il le fait remonter vers le haut du fluide. Donc ici, on note pi, la poussée d'Archimède, et on a donc bien les trois forces qui s'appliquent sur notre petite goutte. Alors, petite parenthèse, pourquoi d'habitude on ne prend pas en compte la poussée d'Archimède, par exemple, quand on calcule la chute d'un ballon ou de n'importe quel objet assez massif dans l'atmosphère? C'est parce qu'en fait, la poussée d'Archimède, c'est une force très petite par rapport au poids, et donc dans ces systèmes où la masse est assez grande, elle est négligeable par rapport au poids. Alors ici, j'ai donné les trois expressions analytiques pour chacune de ces forces, donc le poids, les frottements et la poussée d'Archimède. Alors j'ai introduit ici ρ', qui sera la masse volumique de l'air, et on va aussi introduire ρ, qui sera la masse volumique de la glycérine. Donc la glycérine, c'est le fluide qui constitue la petite goutte. On applique alors maintenant le principe fondamental de la dynamique, qui nous dit que la masse fois l'accélération de la petite goutte, c'est égal à la somme des forces. Donc on écrit bien ici la somme des forces. Et maintenant, on va remplacer chacune de ces expressions par celle qu'on a déterminée précédemment. Donc on se souvient que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc c'est pour ça ici qu'on écrit dv
sur dt. On remplace le poids par son expression. Pareil pour les frottements. On effectue aussi la même chose pour la poussée d'Archimède. Donc maintenant, on va vouloir remplacer la masse ici de la petite goutte par une expression qui va nous permettre de simplifier ici cette équation que l'on a déjà obtenue. Donc on sait que la masse de la petite goutte, c'est égal à son volume multiplié par sa masse volumique. Et maintenant, il va nous rester à déterminer le volume de cette petite goutte. Pour le volume, sachant que la petite goutte, on va la considérer sphérique, on obtient donc que son volume est 4/3 de pi a au cube, où a est le rayon de la goutte, et on va pouvoir effectuer alors les simplifications dans cette équation obtenue ici. On obtient alors cette équation qui permet de décrire le mouvement de la particule en chute libre entre les deux plaques de l'armature du condensateur. Pour déterminer la vitesse limite de la petite goutte, on va maintenant se placer en régime stationnaire. Donc qu'est-ce que le régime stationnaire? C'est un régime où il n'y a plus de dépendance en temps. Donc s'il n'y a plus de dépendance en temps, la dérivée de la vitesse par rapport au temps est nulle. Donc elle disparaît. On va noter V0 cette vitesse limite. Et en effectuant les simplifications, on va obtenir cette vitesse limite. Voici l'expression obtenue pour la vitesse limite. On a donc résolu la première question. Et on va pouvoir passer maintenant à la détermination du rayon de la petite goutte de glycérine. Dans cette deuxième question, on va utiliser la vitesse moyenne de la chute de la petite goutte pour déterminer le rayon de la goutte. Alors pour ça, on va devoir faire une hypothèse, celle que la vitesse moyenne, V bar, est environ égale à la vitesse limite V0. Alors qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que le régime instationnaire, donc le temps entre qu'on lâche la petite goutte et qu'elle atteint sa vitesse limite, est vraiment très court, et donc qu'on passe quasiment instantanément à la vitesse limite. Donc à partir de cette hypothèse, on va pouvoir remonter au rayon de la petite goutte. Donc on commence par écrire que V0 est égal à V bar, et ensuite on remplace l'expression de V0 par celle déterminée précédemment. Il ne nous reste plus maintenant qu'à isoler les termes pour obtenir l'expression de A, le rayon de la petite goutte. On obtient alors cette expression pour le rayon de la petite goutte, et on vient de terminer la première partie, celle qui servait à déterminer les caractéristiques de la petite goutte de glycérine. Avant de passer à la deuxième partie, n'hésite pas de liker la vidéo et à t'abonner, ça soutient énormément la chaîne. Et maintenant, on est parti pour la deuxième partie. Alors dans cette partie, on établit une différence de potentiel U entre les deux plateaux du condensateur. Donc qu'est-ce que ça va avoir comme effet? C'est que maintenant on va devoir prendre en compte la force électrique dans notre bilan de force, parce qu'on voit ici que la particule possède une charge Q. Dans la première question, on va devoir donner la nouvelle vitesse limite V1. Alors pour ça, on va s'aider de ce qu'on a déjà déterminé pour la vitesse limite V0, et on va seulement prendre en compte, en plus, la force électrique qui aura pour expression F est égal à Q fois E. Or, on sait que E, le champ électrique, c'est égal à U, la différence de potentiel divisée par H, l'épaisseur entre les deux plaques du condensateur, et on va le faire porter par un vecteur qu'on va nommer petit u. On obtient alors cette équation du mouvement, où on a bien notre force qu'on avait ici prise en compte, la force électrique, avec QU divisé par H, porté par le vecteur U. Sauf que vu qu'on avait divisé toute cette équation par la masse, on a aussi divisé ici par la masse de la petite particule. On va donc maintenant faire comme on a fait précédemment pour déterminer la vitesse limite, à savoir dire que la dérivée par rapport au temps est égale à 0 et isoler V pour obtenir la vitesse limite. Voici l'équation maintenant avec laquelle on va travailler. Donc tu vois qu'ici c'est une équation scalaire parce qu'il n'y a aucun vecteur qui apparaît. Alors pourquoi je me suis permis de faire ça? C'est parce qu'en fait toutes les quantités étaient sur le même axe, donc l'axe vertical, parce que la particule tombe, mais il faudra quand même faire attention parce qu'ici tu vois qu'il y a un signe moins qui est apparu,
Alors pourquoi on est passé d'un signe plus à un signe moins? C'est parce qu'en fait, la force électrique, on la faisait s'opposer à la chute de la particule pour la ralentir. C'est pourquoi un signe moins apparaît ici. Après simplification, voici l'expression que l'on obtient pour V1, la vitesse limite. Alors ici, j'ai refait apparaître V0, parce que tu verras, ça nous sera très utile pour la dernière question. Donc bien sûr, on a obtenu V0 ici, parce que ce terme était déjà présent dans la première équation. Et ici, il y a ce nouveau terme qui apparaît, qui est un terme négatif, et qui va nous permettre de résoudre notre problème ensuite. Dans cette dernière question, on va chercher à déterminer une expression approchée de la charge élémentaire. Alors pour ça, on nous donne une indication, celle que sous la tension U1, on arrive à immobiliser la petite goutte. Donc ça veut dire que la vitesse limite, V1, est égale à 0. Il ne nous reste plus qu'à remplacer V0 par V bar, la vitesse moyenne que l'on avait déterminée précédemment, et Q par 3E. Et on est presque au bout du problème. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à isoler la charge élémentaire. On obtient alors cette expression pour la charge élémentaire, ce qui historiquement a permis de déterminer sa valeur en connaissant par exemple précisément la valeur de la tension U1, la vitesse moyenne et différentes caractéristiques encore comme l'épaisseur entre les deux plaques du condensateur, précisément le rayon de la goutte, mais aussi la viscosité de l'air. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu en auras appris un peu plus sur l'expérience de Millikan. N'hésite pas à écrire en commentaire d'autres exercices que tu voudrais que je traite en vidéo. Et à la prochaine!